Il existe une forme particulière d'absence qui ne ressemble pas à la distance ordinaire. Une absence qui ne relève pas d'un simple éloignement, mais qui porte en elle une forme de conscience plus lucide, presque chargée. Il ne s'agit pas du mouvement impulsif de quelqu'un qui tourne la page sans regarder en arrière, mais d'un retrait plus lourd, plus réfléchi, influencé par la connaissance intime de ce que ce départ a coûté à la personne restée derrière. Lorsqu'une personne au fonctionnement évitant maintient la distance en sachant qu'elle a blessé l'autre, elle se situe dans une dynamique psychologique différente de celle où elle se retire simplement parce que la proximité devient trop intense ou difficile à gérer. De l'extérieur, le résultat est identique. Le silence, l'absence, la rupture du lien visible. Mais ce qui génère cette absence n'est pas le même mécanisme intérieur. Et cette nuance est essentielle pour comprendre ce qui se joue réellement derrière le silence. Il est important de ne pas interpréter cette situation uniquement à travers le prisme d'un attachement implicite ou d'une attente tournée vers l'autre, car cela peut maintenir l'esprit dans une lecture centrée sur l'intériorité de l'autre, au détriment de son propre équilibre et de son propre chemin de vie. Dans les deux cas, deux dimensions doivent être reconnues. La réalité psychologique de l'absence consciente du mal causé et la manière dont cette réalité influence la direction que prend l'énergie émotionnelle de la personne qui reste. Lorsque la personne évitante atteint une forme de prise de conscience du tort causé, un processus psychologique différent de la simple désactivation émotionnelle se met en place. La désactivation a pour fonction principale de réduire la tension liée à l'intimité en créant une distance nécessaire à la régulation interne. Elle relève avant tout d'un mécanisme de protection personnelle, centré sur soi. En revanche, la reconnaissance du mal infligé introduit une dimension nouvelle, celle de la responsabilité. Il ne s'agit pas d'une responsabilité mise en scène ou verbalisée de manière superficielle, mais d'une reconnaissance intérieure, silencieuse, parfois inconfortable, du fait que les comportements de retrait, d'inconstance ou de rupture ont eu un impact réel sur une personne réelle, avec une souffrance authentique. À ce stade, la distance n'est plus perçue comme neutre. La logique de protection personnelle se confronte à la conscience des conséquences sur l'autre. Cette prise de conscience ne survient pas de la même manière chez tous les individus au fonctionnement évitant. Pour certains, elle apparaît rapidement après une rupture significative. Pour d'autres, elle se construit progressivement, à travers l'accumulation des absences, des pertes et des effets visibles de ce retrait. Elle peut également émerger plus tard, à la suite d'une interaction, d'une réflexion ou d'une confrontation à des schémas répétitifs. Quelle que soit sa forme, cette prise de conscience modifie la nature de l'éloignement. Elle y ajoute une dimension émotionnelle particulière, la honte. La honte, dans ce contexte psychologique, est un phénomène distinct de la culpabilité. Elle ne fonctionne pas de la même manière et n'implique pas les mêmes réactions internes. La culpabilité est liée à l'action. Elle correspond à la reconnaissance d'un comportement ayant causé du tort et elle peut ouvrir vers une réparation, une excuse ou une modification du comportement. La honte, en revanche, est liée à l'identité perçue. Elle ne dit pas seulement quelque chose de mal a été fait, mais plutôt quelque chose de défectueux est en moi. Elle pousse moins vers la réparation que vers le retrait. Elle ne cherche pas le contact réparateur, mais plutôt l'évitement de la confrontation. Dans ce cadre, la personne évitante qui sait avoir blessé peut rester éloignée, non pas uniquement pour se protéger de la proximité, mais aussi pour éviter la confrontation avec ce sentiment interne de honte. L'éloignement, dans la plupart des cas, n'est pas une décision réfléchie visant à éviter de nouveaux dommages. Il s'agit plutôt d'une réponse liée à la honte. L'instinct d'une personne qui, à un niveau souvent en dessous de la conscience explicite, en vient à considérer que sa simple présence constitue le problème. Que revenir reviendrait à réintroduire auprès de l'autre précisément la source de la blessure. Et que, dans cette logique interne, rester à distance devient la seule forme de respect ou de considération qui lui semble encore possible. Mais cette perception est inexacte, et cette inexactitude a des conséquences réelles pour les deux personnes concernées.
La honte qui produit le retrait empêche simultanément la réparation, alors même que la réparation serait précisément ce qui permettrait de traiter la blessure. Car réparer suppose de revenir, de reconnaître, de faire face, précisément ce que la honte pousse à éviter. Ainsi, le mécanisme de retrait bloque la possibilité même de ce que la situation demanderait pour se résoudre. La personne au fonctionnement évitant se retrouve alors prise dans une tension interne. D'un côté, une part d'elle comprend ce qui devrait être fait pour réparer. De l'autre, la honte rend cette direction émotionnellement insupportable. Ces deux forces coexistent et s'opposent, créant une forme de paralysie psychologique. La conscience du bon mouvement existe, mais le passage à l'acte devient impossible, car ce mouvement implique précisément d'aller vers ce que la honte cherche à fuir. L'idée selon laquelle une part du cœur veut encore l'autre personne est, dans ce cadre, réelle, mais elle doit être maniée avec prudence. Il est facile de la transformer en espoir concret ou en attente prolongée, alors qu'elle ne garantit aucune action. Le désir est authentique. La qualité unique de ce qui a été vécu dans la relation ne disparaît pas simplement parce que la honte a instauré de la distance. L'attachement demeure. La manière particulière dont la présence de l'autre a été ressentie, ce qu'elle apportait, ce qu'elle permettait psychologiquement ou émotionnellement, tout cela ne s'efface pas par la prise de conscience du tort causé. Au contraire, cette prise de conscience peut parfois rendre ce souvenir encore plus aigu, en créant un contraste entre ce qui a été vécu et ce qui existe désormais dans l'absence. Le désir de lien et la honte coexistent. Aucun des deux ne neutralise totalement l'autre. Le désir ne suffit pas à dépasser la honte au point de provoquer un retour. Et la honte n'éteint pas suffisamment le désir pour produire une indifférence réelle. Ils cohabitent de manière inconfortable, générant une forme d'absence très particulière. Une absence qui n'est pas vide, ni détachée, ni neutre. Une absence chargée, habitée intérieurement, mais qui de l'extérieur ne communique que le silence. Voici ce que je veux dire avec honnêteté sur ce que tout cela signifie pour vous. Le fait de comprendre que cette absence est pleine plutôt que vide, qu'elle est générée par la honte et le désir plutôt que par l'indifférence, constitue une information réellement importante. Cela permet de déconstruire un récit intérieur dans lequel le silence serait la preuve que vous n'avez jamais compté ou que vous seriez remplaçable. Vous avez compté. Ce silence est en partie le reflet de l'intensité de ce qui a été vécu. Et c'est là que s'arrête l'utilité directe de cette compréhension. Car la honte de l'autre lui appartient. Son désir lui appartient. Sa difficulté à agir lui appartient également. Et rien de tout cela ne peut être résolu depuis l'extérieur. Cela ne peut pas être transformé par votre présence continue, ni par une disponibilité prolongée, ni par le bon mot, ni par le bon geste, ni par une patience suffisamment grande. Ce sont des processus internes qui ne peuvent évoluer que dans son propre espace psychologique. La honte se transforme uniquement lorsqu'elle est traversée de l'intérieur, lorsque la personne passe progressivement d'une identité globale de type « je fais du mal aux autres » à une reconnaissance plus précise et plus mature. J'ai blessé cette personne, je peux le reconnaître et je peux agir en conséquence. Ce mouvement ne dépend pas de vous. Il se déroule dans son propre temps, dans son propre monde intérieur. Et tout ce qui vous est demandé dans ce contexte est de continuer à avancer dans votre propre vie, pleinement, dans le présent. Votre vie mérite votre attention réelle, non pas parce que ce qui se passe chez l'autre est sans importance, mais parce que votre existence est la seule réalité sur laquelle vous avez un impact direct. Se concentrer sur votre propre chemin devient essentiel lorsque l'analyse de l'autre commence à occuper l'espace qui devrait être consacré à votre propre expérience quotidienne. L'absence peut être habitée émotionnellement. Et il est possible de reconnaître cela sans pour autant organiser sa vie autour de l'attente d'une transformation de cette absence en action. Les deux vérités peuvent coexister. La densité émotionnelle de l'autre côté et la nécessité de vivre votre propre vie sans la suspendre. La honte qui maintient une personne dans la distance possède une texture psychologique particulière. Il ne s'agit pas simplement d'une culpabilité ou d'un jugement intérieur tourné uniquement vers la douleur causée à l'autre. Elle est plus complexe.
plus introspective. C'est une honte liée à l'image de soi. Une confrontation entre ce que la personne croyait être et ce que son comportement révèle. Les personnes au fonctionnement évitant construisent souvent une identité dans laquelle, malgré leurs difficultés relationnelles, elles ne se perçoivent pas comme quelqu'un de fondamentalement nuisible. Elles peuvent se voir comme prudentes, protectrices ou simplement limitées dans leur capacité d'intimité, mais pas comme des personnes qui font réellement souffrir les autres. Or, la prise de conscience qu'une blessure réelle a été causée vient remettre en question cette représentation interne. Elle introduit une dissonance profonde. Les mécanismes mis en place pour se protéger et inconsciemment pour éviter de nuire ont malgré tout produit une souffrance réelle. Et cette contradiction, souvent difficile à intégrer, transforme profondément la manière dont la distance est vécue intérieurement. Ce n'est pas en demandant trop que cela se joue, mais plutôt en donnant trop peu. Ce n'est pas dans une dynamique d'envahissement, mais dans celle du retrait. Ce n'est pas dans la présence, mais dans l'absence. Et cette réalité-là est difficile à intégrer, car elle oblige à réviser profondément l'image de soi, sur laquelle une partie de la honte s'est construite. Car si la distance a été blessante plutôt que protectrice, si cette autosuffisance a eu un coût réel pour l'autre, alors tout le cadre à travers lequel la personne au fonctionnement évitant a compris ses propres comportements doit être réexaminé. Or, cet examen est l'un des exercices les plus exigeants que ce type de fonctionnement psychologique puisse affronter. Il demande une forme de confrontation intérieure que les mécanismes de protection ont précisément été construits pour éviter. Le désir qui coexiste avec la honte possède lui aussi une nature particulière, et il est important de le décrire avec justesse, sans l'exagérer ni lui attribuer une forme d'élan plus actif ou plus orienté qu'il ne l'est réellement. Ce désir n'est pas principalement tourné vers l'avenir. Il ne correspond pas à une intention de retour, ni à une construction concrète vers une action. Il est davantage tourné vers le passé. Il s'organise autour de ce qui a été vécu, plus que autour de ce qui pourrait encore advenir. Ce que la personne évitant désire, c'est ce qui existait, la qualité particulière de votre présence, la manière dont elle se sentait comprise par vous, l'expérience singulière d'un lien où elle se sentait reconnue dans son individualité, dans ses nuances, dans ses fragilités comme dans ses forces. Ces éléments constituent l'objet du désir. Mais dans le temps présent, ils ne sont plus accessibles sous la même forme. Non pas nécessairement parce que vous seriez inaccessible, mais parce que la honte a créé une distance que ce désir, à lui seul, n'est pas suffisamment puissant pour dépasser. Et cela est essentiel à comprendre, car ce désir, aussi sincère soit-il, n'est pas synonyme de disponibilité intérieure. Il n'est pas synonyme de capacité à revenir autrement. Il n'est pas synonyme de volonté de traverser ce que ce retour impliquerait. Car revenir impliquerait de faire face à plusieurs choses. La reconnaissance du tort causé, l'acceptation de l'inconfort que cela engendre, et la vulnérabilité de se présenter à nouveau en étant pleinement conscient de l'impact de ses actes. Le désir, dans cette configuration, veut la relation sans avoir à traverser le coût psychologique de la réparation qu'elle exigerait désormais. Et ce désir, aussi réel soit-il, ne suffit pas à produire le mouvement nécessaire pour transformer la situation. La personne évitante peut, à un certain niveau, en avoir conscience. C'est précisément ce qui explique pourquoi le désir et la honte coexistent sans se résoudre. Car une véritable résolution supposerait que le désir devienne assez fort pour accepter la vulnérabilité impliquée dans la réparation. Et la honte rend cette vulnérabilité plus coûteuse que ce que le désir, à lui seul, peut actuellement dépasser. Il est important de clarifier ce que la réparation implique réellement dans ce type de situation, car elle est souvent mal comprise, soit dans le sens où on la simplifie excessivement, soit dans le sens où on la rend inaccessible. La réparation, dans le contexte d'un lien où un réel dommage émotionnel a été causé, ne nécessite pas la perfection. Elle ne demande pas l'effacement total des mécanismes de protection, ni la transformation complète de la personnalité. Elle ne demande pas non plus une version achevée ou totalement changée de la personne. Elle demande quelque chose de plus précis,
mais aussi plus exigeant qu'un simple regret formulé. Elle demande une reconnaissance spécifique, pas une phrase vague du type « Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi », qui traduit davantage un malaise face à la situation qu'une compréhension de sa propre responsabilité. Mais une reconnaissance claire de ce qui a été produit concrètement, ce que le retrait a coûté émotionnellement, ce que l'inconstance a généré dans le ressenti de l'autre, et l'impact profond qu'une relation marquée par une disponibilité irrégulière peut avoir sur le sentiment de valeur personnelle et de sécurité affective. La spécificité de cette reconnaissance est exigeante, car elle demande à la personne au fonctionnement évitant d'avoir réellement observé ce qui s'est passé, plutôt que d'en avoir simplement ressenti une forme de malaise général. Elle suppose d'avoir pris en compte l'impact réel de ses comportements, et pas seulement d'avoir enregistré l'existence d'une blessure. Elle implique aussi d'avoir réfléchi à votre expérience concrète, et pas uniquement à sa propre culpabilité. Et cela exige quelque chose qui va au-delà de la simple reconnaissance verbale. Pas un geste spectaculaire, ni une transformation soudaine et totale, mais une capacité démontrée à être différent dans les aspects précis qui ont causé la blessure. Cela signifie par exemple être capable de présence régulière là où il y avait auparavant de l'inconstance. Être capable de tolérer la proximité prolongée au-delà du point où les anciens mécanismes auraient conduit au retrait. Choisir la réparation plutôt que l'évitement lorsque l'évitement serait plus simple ou plus confortable. C'est cela, la réparation réelle. Non pas la perfection, mais un effort concret, stable et parfois inconfortable pour agir différemment dans les zones exactes où la relation a été fragilisée. La capacité de la personne évitante à réaliser ce travail dépend de son propre cheminement intérieur. Et le fait qu'elle le fasse ou non constitue une information essentielle si jamais elle revient dans votre vie. Il est également important de dire quelque chose qui dépasse la seule psychologie de la honte ou du désir de l'autre. Vous méritez d'être reconnu, pas dans un sens abstrait ou symbolique de clôture émotionnelle, un terme souvent utilisé jusqu'à en perdre sa signification, mais dans le sens concret, où votre expérience est nommée avec précision par la personne dont les comportements l'ont façonné. Être vu dans ce que vous avez réellement vécu par la personne qui a le plus directement contribué à cette expérience a une valeur réelle, non pas parce que cela efface le passé ou répare automatiquement la douleur, mais parce que cela représente une forme d'achèvement honnête de ce qui est resté inachevé. Que ce que vous avez traversé soit reconnu comme réel et comme le résultat de choix réels compte profondément. Cette reconnaissance peut arriver ou ne pas arriver. Il est possible que la personne évitante ne parvienne jamais à transformer la honte en reconnaissance assumée, ni à dépasser la distance pour entrer dans une forme de réparation. Mais votre propre compréhension de votre expérience ne dépend pas de cela. Vous pouvez nommer ce que vous avez vécu avec clarté, indépendamment de la participation de l'autre. Vous pouvez organiser intérieurement le sens de ce qui s'est passé, ce que cela vous a coûté, et ce que vous étiez en droit d'attendre, sans attendre que l'autre vienne compléter ce récit. Cette clarification intérieure n'est pas un substitut à la reconnaissance de l'autre. C'est une forme d'achèvement qui vous appartient et qui existe même en son absence. Elle permet de voir votre propre histoire sans le filtre de l'espoir, ni celui d'une compréhension excessive des mécanismes de l'autre, au détriment de votre propre vécu. Pour terminer sur l'idée selon laquelle le cœur veut encore l'autre personne, il est important de le dire clairement. Ce sentiment est réel, mais il n'est pas suffisant. Un cœur qui ressent et une vie qui se construit sont deux choses différentes. Et la différence entre ce qui est ressenti intérieurement chez l'autre et ce qui est effectivement démontré dans les actes est précisément l'endroit où se situe le coût émotionnel de ce type de relation. Le désir existe, la honte existe, le retrait est habité et non vide. Mais aucun de ces éléments ne remplace la présence stable et cohérente que votre vie relationnelle aurait légitimement pu attendre. Ce vers quoi tout cela pointe, s'il y a quelque chose à en retenir pour vous, ce n'est pas une attente prolongée. C'est la possibilité de quelque chose de différent. Ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité.
Si la honte accomplit le travail qu'elle est capable d'accomplir, au lieu de produire simplement davantage de distance. Si le désir devient suffisamment fort pour accepter la vulnérabilité que demande un retour. Si la personne au fonctionnement évitant trouve, à travers le processus interne qui lui est propre, la capacité de se diriger vers vous avec une reconnaissance claire et authentique de ce que la blessure exige. Cette possibilité existe. Et votre vie existe aussi, au présent, maintenant, dans le réel. Elle mérite votre présence authentique, indépendamment du fait que cette possibilité se réalise ou non de l'autre côté. Il est important de tenir les deux vérités en même temps. La possibilité de leur évolution et la réalité pleine de votre propre vie. Pas parce que le désir de l'autre n'a pas de valeur, mais parce que votre vie en a davantage. Et elle en a toujours eu. Il existe un moment où, après avoir longtemps maintenu un espace intérieur pour l'éventuel retour de quelqu'un, ce maintien devient progressivement l'activité principale de votre monde intérieur, sans même que cela soit clairement identifié comme une attente. L'attention portée à l'autre, l'observation discrète de ce que devient la distance, de ce que fait la honte, de ce que devient le désir, finit par s'installer comme une habitude mentale. Et ce qui était au départ une attente consciente devient une forme de fonctionnement silencieux. Le nommer comme un choix peut être inconfortable, car reconnaître un choix implique aussi de reconnaître qu'il existe d'autres directions possibles. Et envisager ces autres directions demande de reconnaître quelque chose de difficile, que cet espace mental occupé par l'autre a progressivement pris une place importante dans votre attention, votre énergie, votre présence à vous-même. Une présence qui pourrait autrement être dirigée vers votre propre vie, vers le réel immédiat de vos journées, vers les relations, les projets et les expériences qui existent dans le présent concret, plutôt que dans l'espace hypothétique d'un éventuel retour. Le cœur qui veut encore l'autre personne est réel. Il est important de le reconnaître avec honnêteté, car il fait partie de la vérité de ce que vous avez vécu. Vous n'étiez pas dans l'illusion concernant le lien. Vous n'étiez pas dans l'erreur concernant la profondeur de ce qui existait. Ce désir est la trace d'une réalité émotionnelle authentique. Mais ce désir, à lui seul, ne suffit pas à construire une vie autour de lui. Vous méritez plus que ce désir. Vous méritez les actes, la présence stable, la capacité concrète de quelqu'un à traverser la honte, le désir et la peur pour arriver de l'autre côté avec une manière différente d'être en lien avec vous. Non pas parfaite, mais différente, de façon cohérente et visible. Cette transformation peut avoir lieu. Le retrait peut parfois devenir mouvement vers l'autre. La honte peut évoluer vers la reconnaissance, le désir peut devenir action, ou bien cela peut ne pas arriver. Le retrait peut persister. Le désir peut rester intérieur sans jamais se traduire en geste. La distance peut rester distance, mais dans tous les cas, votre vie n'est pas un espace d'attente pour la résolution de cette incertitude. Elle est une réalité en cours, ici, maintenant, dans les choses simples et concrètes de vos journées ordinaires. Et cette vie ordinaire mérite votre présence entière, sans une partie de vous tourner en permanence vers une porte qui peut s'ouvrir ou rester fermée. Le désir de l'autre existe, mais votre vie est plus réelle encore, présente, concrète et entièrement vôtre.